Bonjour Camille, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle. Je suis trop contente de te recevoir parce que, en plus, apparemment, tu es une fan du podcast. Tout à fait, j'en ai écouté pas mal, effectivement. Et toi aussi, tu as ton propre podcast, on va en parler juste après. Toi, Camille, ta vie professionnelle et personnelle, elle a changé le jour où tu es devenue maman, une première fois avec Alba en 2020, mais une deuxième fois avec tes jumeaux qui sont nés en 2022 et ça a été une complète surprise. Cette grossesse gémellaire, elle a tout changé pour toi. Ton statut professionnel, tes envies, mais aussi ta gestion du temps, ton rapport au corps, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai moi-même une sœur jumelle, donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai hâte d'avoir le témoignage d'une maman de jumeaux de mon âge, moi qui suis un peu de l'autre côté de cette gémellité. Et on va reprendre le fil de ton histoire en commençant par le début, puisqu'en 2018, tu as quitté la France, ton boulot, pour suivre ton mari Thibaut en Espagne, recommencer une vie professionnelle là-bas, et c'est là que tu es tombée enceinte. Tout à fait, merci pour cette présentation. T'as déjà tout dit. Ça fait toujours ce petit effet waouh Oui, sur mes carrément. invités, j'adore. Donc oui, du coup, en 2018, moi j'étais à Paris, fraîchement diplômée, dans mon premier CDI, etc. Et je rencontre Thibaut, qui au bout de quelques mois décide de partir s'installer à Barcelone, parce que lui n'en pouvait plus de Paris. Et sur un coup de tête, je me dis que c'est le bon et je le suis à Barcelone. Là-bas, du coup, très belle découverte. Ville géniale, ambiance géniale, le travail, j'arrive aussi à retrouver un travail dans le secteur du marketing, voilà, mon secteur initial là, dans lequel j'ai fait mes études, etc. Donc très contente et tellement content et épanoui, on décide du coup d'acheter un appartement là-bas. On signe pour cet appartement, on démarre les travaux et 15 jours après avoir démarré les travaux, on apprend que je suis enceinte. Waouh. C'était très rapide, du coup. C'était très rapide, mais aussi très naturel. On Vous savait aviez tous les... exprimé ce désir d'enfant tous les deux? Ouais, tous les deux. Lui, beaucoup plus que moi. J'étais avec, du coup, quelqu'un qui, dès le départ, me disait qu'il avait envie d'être papa. Donc c'était une évidence. Pour moi, je me suis un peu plus posé des questions parce que c'était, voilà, le timing faisait que, justement, expatriation, achat d'un appartement, travail qui venait de commencer il y a 1 an. Donc, du coup, on se pose quand même la question. Mais bon, assez évident du coup entre nous et avec Thibaut, donc on s'est dit, on se lance dans cette aventure de la parentalité. Et alors, comment tu as vécu donc ta première grossesse en Espagne? C'était pas trop dur de vivre ça éloigné de ta famille, de tes amis? Oui et non, pas trop dur parce que malgré tout, l'Espagne, ça reste quand même un pays qui est à côté de la France, donc on avait quand même voilà, la possibilité de rentrer rapidement en France. Nos familles peuvent venir aussi nous voir très facilement. Où le suivi de grossesse est quand même assez similaire du suivi aussi qu'on a en France. Donc voilà, une grossesse qui, au niveau d'une grossesse en comparaison avec une grossesse que j'aurais pu avoir en France, qui s'est quand même très bien passée. Voilà, enfin à tous les niveaux, en tout cas, je me suis sentie soutenue, épaulée, que ce soit au niveau du travail, par mes proches, etc. Enfin, en tout cas, très belle grossesse et très contente aussi de la vivre en Espagne, de vivre un petit peu cette grossesse un peu à part et différente, de découvrir aussi justement tout un nouveau vocabulaire, un nouveau monde avec justement ce suivi en Espagne, cet accouchement en Espagne. Et même là-bas, au niveau justement de l'accouchement, etc., je me suis sentie très bien. On y reviendra peut-être, mais beaucoup mieux que ce que j'ai connu en France pour mes garçons ensuite. Oui, alors moi, j'ai pas vécu de grossesse, maternité en France. Je l'ai aussi vécu comme toi à Ouais. Barcelone. Et j'ai aussi trouvé... Mais l'Espagne, en général, est un pays très kids-friendly et il y a énormément de soins qui est porté aux mères. Et moi, en tout cas, je me suis sentie très, très épaulée, très bien entourée. Donc voilà, peut-être un jour, si je revis une autre expérience en France, je pourrais faire le comparatif. Mais c'est vrai qu'en Espagne, je trouve qu'il y a une grande attention qui est portée sur les femmes enceintes. Ouais, complètement. Tu vois, par exemple, pour tout ce qui est préparation à l'accouchement,
Donc, on a eu les cours de préparation à l'accouchement en prépartum. Et une fois que ma fille est née, il y avait des cours de soutien, entre guillemets, enfin des groupes de soutien avec tous les parents qui avaient eu leur enfant en même temps que nous, où on pouvait se retrouver, discuter, etc. Bon, nous, ça s'est fait à distance parce que c'était vraiment en période Covid, premier confinement, etc. Donc, je pense qu'on ne l'a pas vécu de manière aussi... enfin, avec autant de Proche. proximité, voilà, voilà, si ça avait été pendant une autre période. Mais en tout cas, déjà, c'est quelque chose en plus que nous, on ne connaît pas en France. En tout cas, si on ne va pas le chercher, ce n'est pas quelque chose qui nous est proposé spontanément. Est-ce qu'à l'époque, cette grossesse, elle t'a fait reconsidérer ta carrière ou pour toi, c'était je vais accoucher, je vais reprendre après mon congé maternité dans la même entreprise parce que je viens d'y démarrer ou alors tu avais déjà un petit peu l'envie de changer quelque chose? Ça m'a pas fait reconsidérer mon côté pro. La seule chose qui a changé, c'est que justement, du fait du confinement et de l'arrivée d'Alba, de notre première fille, on a voulu rentrer en France. Donc, d'une manière ou d'une autre, du coup, le côté pro a changé puisque forcément, j'ai changé d'entreprise. Mais en tout cas, je voulais rester salariée, rester dans ce domaine de la communication. En tout cas, ça ne changeait pas. Mais bah, voilà, ça signifiait repartir de zéro dans une nouvelle entreprise du fait du déménagement. Quand est-ce que tu es retombée enceinte? Et bien, très rapidement derrière, parce que du coup, quand elle a eu 1 an, on s'est dit, voilà, sur la première, on a eu un coup de chance, entre guillemets, c'est venu très vite. Nous, on souhaite des enfants rapprochés, donc on va se remettre dans des essais bébés sans chercher à voilà, avoir un bébé, mais en tout cas, plus de protection. Pour, voilà, si ça vient naturellement, c'est très bien, comme ça viendra quand ça viendra. Et sauf Et que, la question importante que je pose, c'est est-ce qu'elle faisait ses nuits? Parce que ça aussi, ça te donne envie des fois d'en avoir un autre si c'est ouais, et facile. ouais, elle faisait ses nuits. En fait, c'était un bébé assez cool. C'était un bébé assez cool. Ouais. Donc, forcément, tu te projettes rapidement avec un deuxième, en tout cas dans le cas. D'autres mini-Alba. Voilà, d'autres mini-Albas sur le même schéma. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, projet bébé qui s'est fait sans que ce soit un vrai projet, mais en se disant, ça viendra quand ça viendra. Et voilà, si ça doit prendre du temps, au moins, on le relance dès à présent. Et en fait, ça n'a pas pris de temps, ça a pris tout de suite. Wow. Donc, très rapidement, voilà, le mois suivant, test de grossesse positif. Quand est-ce que tu as appris que tu étais enceinte à la T1, du coup? Pardon, enceinte de jumeaux, je veux dire. Ouais, à la T1. En fait, c'est très bizarre, mais j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont mis la puce à l'oreille déjà avant d'avoir cette T1. Je sais pas pourquoi, on s'en doutait sans le savoir. Mais c'était un peu la mauvaise blague. Qui disent ça. Ouais, mais c'était vraiment la mauvaise blague pour nous, pour le coup. Tu vois, j'ai trouvé que mon ventre avait grossi très vite, alors que pour Alba, pas du tout. Mais bon, c'est une deuxième grossesse, donc tu te dis, c'est normal que le ventre grossisse plus vite. 12 mois après aussi, donc ton corps, il est... Exactement. Et plein de choses. Ma médecin qui m'avait dit, parce que j'étais très malade justement, ma médecin qui m'avait dit, ah mais vous n'avez pas encore fait l'échographie, donc vous savez pas s'il y en a un ou deux. Je disais, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça alors que moi ça m'était jamais passé par la tête, quoi. Et donc la T1 arrive, on y va très serein avec mon compagnon et là, la sonde, elle nous pose la sonde sur le ventre, elle me pose la sonde sur le ventre et je la vois posée à gauche. Je vois une première poche, elle déplace à droite, je vois une deuxième poche. Et du coup, on a tous compris, avant qu'elle le dise, on a tous vu à l'écran qu'il y avait ces 2 poches et ces 2 bébés. Et elle nous l'a confirmé en disant, je pense que vous l'avez vu, il y a 2 bébés. Et là, c'était quoi la réaction dans la salle d'échographie? Dans la salle, je pense qu'on était un peu hébétés, tous les deux. C'était un peu rire nerveux des 2 côtés. Je pense qu'on ne réalisait pas tellement ce qui se passait. On absorbait plutôt les informations qu'elle nous donnait, etc., sur la grossesse, qu'est-ce que ça signifiait du coup quand il y a 2 bébés, quel type de grossesse c'était, etc. En tout cas, elle nous disait plein de vocabulaire que nous, on ne comprenait pas, parce que tu rentres aussi dans ce monde-là, avec, dans le monde de la gémilité, avec tout son lot de suivis différents, son lot de vocabulaire un peu particulier. Et c'est après coup, une fois qu'on est sorti vraiment de son cabinet, qu'on est rentré chez nous, que là, on a vraiment réalisé et on s'est dit, ça va pas le faire, ça va être hyper compliqué parce que ça signifiait déménager de nouveau, ça signifiait changer de voiture. Je me suis immédiatement posé la question du travail, forcément, parce que je venais de commencer justement, je venais de valider ma période d'essai, il fallait que j'annonce que j'étais enceinte en plus de jumeaux. Ça voulait dire aussi trouver un moyen de garde pour les 3, si on reprenait tous les 2 notre travail avec Thibaut.
parce que 3 enfants, du coup, qui n'étaient pas scolarisés. Donc, il fallait trouver 3 places chez une nounou, 3 places en crèche. Donc, on s'est dit quasiment impossible. Enfin, voilà. Bon, il y a tout ça qui s'est mis en tête. Et évidemment, on s'est posé la question de notre fille, de notre aînée, qui était en fait très petite. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'elle va faire quand nous, on va devoir accueillir 2 bébés en plus, quoi. Elle avait quel âge quand toi, du coup, vous avez découvert que vous aviez des jumeaux? Elle avait, je dirais, 14 mois. Ouais. Ouais, donc elle allait avoir 2 ans Elle allait avoir 2 ans. Et du coup, j'ai quand ils accouché allaient un naître. peu avant, donc elle avait même pas 2 ans quand ils sont nés. Waouh, ouais, c'est tout petit. Qu'est-ce que vous avez mis en place, du coup, pendant cette grossesse? Passé le choc initial, ça a été quoi les réflexions et les choses que vous avez changées pour adapter cette vie comme vous le pouviez dans le laps de temps que vous aviez pour accueillir ces deux petits garçons? Ouais, c'est C'est ça, ça? 2 petits garçons. Ces deux garçons, sachant que la grossesse gémellaire, là, tu l'as dit, tu étais déjà très malade dès le début. Tu as beaucoup de choses à faire pour accueillir ces 2 enfants, mais toi, t'es pas au meilleur de ta forme non plus. Et ben justement, première chose, je pense qu'on a pris le temps d'accuser le coup un petit peu aussi, justement de passer un peu cet effet surprise ça s'appelle choc gémellaire. C'est un vrai terme parce qu'on est plusieurs à ressentir ça, plusieurs parents à avoir, voilà, connu un peu cet effet de surprise. Déjà, voilà, prendre le temps d'accuser le coup, moi prendre le temps de passer les premiers mois et d'être un peu moins malade. Et pendant toute cette période, on s'est aussi beaucoup renseigné, justement, comme je le disais, sur tout ce vocabulaire autour de la gémellité qu'on ne connaissait pas avant. On s'est renseigné sur justement une grossesse gémellaire, qu'est-ce que ça signifie quand on veut s'occuper après de 2 enfants, quoi mettre en place réellement pour être un petit peu plus informée et du coup armée pour faire face à la naissance de ces 2 bébés qui arrivaient. Et ensuite, une fois qu'on a passé cette phase plus de justement information, on a du coup réglé toute la partie organisationnelle, justement, comme je le disais, changer de maison, acheter une nouvelle voiture et immédiatement aller chercher des places en crèche. Une fois qu'on avait du coup notre prochain lieu d'habitation, qu'on savait qu'on allait déménager dans telle ville, on a cherché immédiatement du coup des moyens de garde pour les 3 enfants pour savoir si du coup j'allais pouvoir reprendre mon travail. Et du coup, j'y pense, mais l'appartement à Barcelone, vous l'aviez vendu en déménageant, du coup? On l'a vendu en déménageant et ça aussi c'est une histoire assez improbable. Il avait été loué à une personne qu'on connaissait en France, qui était en fait mon voisin quand j'étais en France et qui lui aussi était jumeau. Justement, le monde est... C'est vrai. Voilà. Et du coup, cette personne, quand nous, on a voulu acheter, quand on a su qu'on attendait des jumeaux, qu'on a voulu acheter une nouvelle maison ici, il nous a proposé de racheter notre appartement à Barcelone. Génial. Ouais, Ok, ouais, ouais. oui, Tout donc s'est ça a bien... été quelque Ouais, chose. niveau timing, tout s'est bien orchestré. Enfin, voilà, c'était... Parce que là, tu me parlais de tout ça, j'ai énormément déménagé. Je sais à quel point c'est stressant de chercher un appartement, de le louer, mais quand en plus tu as la vente et que voilà, que tu es enceinte, c'est compliqué à gérer. Ouais, non, Ok. non, on a eu énormément de chance, tout s'est très bien calé, et heureusement qu'on n'a pas eu justement ce stress supplémentaire par rapport à tout ça. Mais, Toi, la grossesse, elle s'est passée comment? Alors, cette seconde grossesse gémellaire? Eh ben, relativement bien aussi. Aujourd'hui, justement, quand j'en parle à d'autres mamans de jumeaux, je sais justement ce par quoi elles sont passées. Il y en a beaucoup qui ont eu des menaces d'accouchement prématurées, il y en a beaucoup qui ont accouché justement aussi prématurément, etc. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir une grossesse relativement tranquille et simple. Déjà, c'était des jumeaux donc dans 2 poches différentes. On appelle une grossesse bicoriale biamniotique. Et du coup, c'est des grossesses qui sont considérées comme un peu moins à risque par rapport à d'autres types de grossesses, gémellaires en tout cas. Donc voilà, et après une grossesse voilà, sans mots particuliers, évidemment sur la fin c'était très lourd, j'en pouvais plus, j'étais très fatiguée, mais voilà, sans risque, donc sans stress par rapport à tout ça. T'avais pris combien de kilos pendant ta grossesse? Eh ben très peu, parce qu'en fait j'en ai perdu beaucoup au début, vu que j'étais très malade, et au final avec les garçons dans le ventre, j'ai pris 13 kilos. Et du coup en sortant de la maternité, il y a quand même pas mal qui sont partis avec eux, Ouais. les placentas, etc. Ouais, 13, c'est pas beaucoup pour des jumeaux. Non, c'est pas beaucoup, effectivement. L'accouchement s'est bien passé. Est-ce que toi, tu as pu te remettre, on va dire, ça a été OK? Je dis pas facile parce que c'est jamais facile de se remettre d'un accouchement, mais comment ça s'est passé du coup une fois qu'ils sont
arrivés, ils sont arrivés un petit peu prématurément de ce que tu m'as dit? Non, du coup, pour eux, pas de prématurité. Ils sont arrivés à 38 semaines, donc un bon terme pour des jumeaux. Arrivés par césarienne. C'était une césarienne programmée. Donc, en soi, un accouchement, justement, aussi relativement cool parce qu'on a eu le temps de se préparer, justement, au fait que c'était une césarienne. On savait à quel moment ça allait arriver. Du coup, on a pu s'organiser pour faire garder notre aîné aussi. Enfin, voilà, leur arrivée très, très, très bien passée, très cool aussi. Après, c'est justement une fois qu'ils sont nés, où c'est le raz-de-marée qui arrive et en fait, tu dois tout gérer, justement, ton postpartum aussi, toi, ta convalescence, parce que tu as quand même eu, malgré tout, une césarienne. Et puis, ces deux bébés que tu découvres, tu sais que très rapidement, tu vas rentrer et tu vas avoir ton aîné aussi à gérer. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là où les choses ont commencé à se corser, ouais. Est-ce que Thibaut, il a pu bénéficier d'un congé paternité un peu plus étendu? Est-ce qu'il a pu être avec toi pour t'épauler et t'accompagner dans les premières semaines? Oui, alors on a eu la chance, en fait, ils sont nés au moment où il y a eu l'allongement du congé paternité. Et C'est bien les petits gars, c'est bien. Voilà. Et du coup, il a eu donc ce mois de congé paternité. Et pour les jumeaux, je crois que c'est 4 jours en plus. Et la chance qu'on a eue aussi, c'est que son entreprise, eux, ils sont nés en janvier 2022. À partir du début d'année 2022, son entreprise mettait en place 2 mois pour tous les salariés dans le monde, hommes ou femmes, etc. Ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir minimum 2 mois, ils avaient le droit à 2 mois de congé paternité ou maternité. Donc du coup, ils sont nés juste au moment où il y a eu cette petite réforme mise en place au sein de son entreprise. Donc il a pu bénéficier de 2 mois. 2 mois, 2 mois? Ouais. Ça reste quand même court quand on sait effectivement tous les challenges qui arrivent après dans la vie d'un enfant. Vous aviez réussi à trouver une place en crèche, du coup, pour Oui. vos enfants? On a eu beaucoup de chance parce que du coup, la crèche municipale, en voyant notre dossier, a fait du coup priorité aux fratries. Et donc, on a eu 3 places en crèche, dans la même crèche en plus, pour nos 3 enfants. Et ça, on l'a su vraiment à milieu de mon congé maternité, je crois. Et du coup, Ouais, j'ai donc pu... c'était sur la fin et t'étais en mode bon, est-ce qu'il va avoir une place en crèche C'est quand ça, je c'est l'arrêterai? ça. Après, on s'était renseigné avec des nounous, etc. aussi. Et Alba avait toujours son ancienne place dans son ancienne crèche aussi. Donc, on savait qu'elle allait être gardée et on avait des solutions de repli, entre guillemets. Mais oui, c'était un vrai soulagement quand on a eu l'appel de la directrice de la crèche me disant c'est bon, les 3 places en crèche, c'est pour vous. Vous pouvez signer les papiers. Immédiatement, on a signé ce contrat-là, ouais. À quel mois ils sont partis à la crèche, du coup, tes petits loups? Et bien directement après la fin de mon congé maternité gémellaire en postpartum, ça dure 6 mois. Donc moi, ça a coïncidé la fin de mon postpartum avec les vacances d'été. Donc du coup, j'ai pris quelques congés et du coup, quand ils ont eu 7 mois, ils ont commencé la crèche. Ouais, c'est pas mal, ça te laisse le temps de bien, bien, bien profiter. 4 mois, c'est tellement court. Ouais. Et 7 mois, ils commencent aussi... C'est l'âge où ils sont aussi un petit peu plus autonomes. Moi, je me souviens, le mien, il commençait à faire du 4 pattes, à crapahuter. Et pour bosser à la maison, typiquement, c'était un peu compliqué. Donc, c'était bien, c'était parfait. 7 mois, j'ai trouvé que c'est aussi l'âge où ils commencent un peu plus à interagir. Donc, là, ils peuvent mieux interagir avec les autres petits. C'est sûr. Ils sont plus oui, plus réactifs. participer un peu, quand il y a malgré tout des petites choses qui se passent autour d'eux, ouais, complètement. Donc, toi, à cette époque-là, t'en étais où professionnellement? Est-ce que tu as repris ton CDI là où tu étais, là où tu avais démarré à ton retour en France? Oui, du coup, j'ai repris là où j'étais et c'était vraiment un soulagement de reprendre là-bas, justement, d'être de nouveau confrontée à d'autres adultes. Parce qu'après plus de 6 mois justement chez moi, avec que mes enfants, c'était un soulagement. C'était plus reposant au final d'être au travail que d'être à la maison avec ces 2 bébés. Et donc, oui, je me suis pas du tout posé la question de changer quoi que ce soit. Et en plus, j'avais la chance d'être quand même très bien entourée aussi au travail. Un manager qui était très compréhensif, qui était lui aussi papa de 3 enfants. Donc voilà, il connaissait un peu toutes ces problématiques-là. Et qui du coup m'a soutenue, a recruté du coup une alternante pour m'aider sur mes missions, etc. Donc ça me rajoutait des tâches de management, mais en même temps ça me permettait d'avoir aussi quelqu'un pour m'aider à exécuter les tâches que j'avais à faire.
Et du coup, ça me valorisait aussi parce que je savais que je retournais dans un endroit où j'avais ma place, où j'étais reconnue, et cetera. Donc, pour la jeune maman que j'étais, ça me faisait vraiment du bien de retourner justement dans cet endroit où on valorise aussi tes compétences et dans un endroit connu, alors que côté perso, tu as eu quand même plein de chamboulements avant. Donc, ça fait du bien de retourner dans un endroit où c'est plus stable. Mais malgré tout, au bout de combien de temps s'est installée cette petite graine de j'ai envie de tenter d'autres choses, notamment de faire les choses moi-même? Et ben, au bout d'1 an, et cette petite graine, elle est venue un peu sur un coup de tête. Pourtant, d'habitude, je suis quelqu'un de hyper réfléchi, je prends du temps à voilà, peser le pour et le contre, pour chaque décision, et cetera. Et en fait, quand Alba a fait sa rentrée en petite section de maternelle, j'ai eu un peu justement cette prise de conscience sur le fait qu'en fait, mes enfants étaient tout le temps gardés, que au final, mon salaire me servait qu'à payer la garde de mes enfants, enfin le fait de faire garder mes enfants. Et je me suis dit que je voulais changer quelque chose comme pour, par rapport à ça. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai demandé à démissionner et pour partir, pour m'installer en freelance, entre guillemets. Donc du coup, ça a mis 4 mois. J'ai négocié 4 mois avant d'avoir ma rupture conventionnelle et de pouvoir partir et débuter en tant que freelance. T'en as parlé à Thibaut avant parce que j'imagine que tu parles de coup de tête, mais quand tu as 3 enfants en bas âge, tu en parles quand même à ton conjoint pour voir un petit peu, comment ça va se passer. Est-ce que c'est OK si je me lance à mon compte? Parce qu'il y a effectivement toutes les Mmh. questions autour de ça va mettre du temps à démarrer, c'est pas toujours stable. Ouais, du coup, on en a beaucoup parlé ensemble. Lui, il était complètement pour, il m'a vachement soutenue enfin, dans cette démarche-là. J'en ai aussi beaucoup parlé à mes parents aussi pour, enfin, voilà, j'aime bien avoir aussi, l'avis un peu de mes proches, et cetera. Tout le monde m'a vachement soutenue dans cette décision. Après, j'ai la chance d'avoir quand même un métier, qui se fait aussi à distance, où, ben, les postes de freelance sont aussi, ben, assez développés, et cetera. Donc oui, il y a de la concurrence, mais aussi d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Donc j'ai cette chance-là aussi. Et j'avais la chance aussi, quand j'en ai parlé à mon manager justement à l'époque, d'avoir un manager qui me soutenait et qui m'avait dit que dans tous les cas, je continuerais à travailler avec eux aussi en tant que freelance. Donc j'avais aussi cette sécurité de me dire, je pars aussi avec un premier client pour m'aider aussi dans ce nouveau projet professionnel. Qu'est-ce que tu voulais proposer, du coup, aux entreprises? Du coup, continuer à proposer un peu ce que moi je faisais quand j'étais en poste, c'est-à-dire être une chargée de communication ou responsable communication externalisée. Proposer du coup de prendre en main l'aspect stratégique, l'aspect planification et jusqu'à l'exécution parce que c'est un peu ce qu'on demande à un chargé de communication. Et l'idée, c'était, et c'est toujours aussi aujourd'hui, parce que c'est toujours d'actualité, l'idée, c'est d'accompagner soit des managers au sein d'une équipe dans lesquelles il n'y a pas de chargé de communication, du coup, de prendre ce rôle-là pour justement lancer des projets, etc. Soit, du coup, venir en remplacement quand il y a une vacance sur un poste, quand il y a justement un congé maternité ou autre, venir en remplacement au sein d'une équipe de communication déjà en place. Comment tu as fait pour, construire, un premier petit portfolio pour que quand tu t'en ailles de ton entreprise, tu aies quand même des contrats et tu aies quand même en tout cas des prospects potentiels, des choses qui soient déjà un petit peu mises en place pour ne pas, te retrouver, sans rien? Ouais, complètement. Ce que j'ai fait, c'est, bah, comme je te disais, j'ai eu la chance du coup de quitter mon entreprise en ayant déjà ce premier client, avec moi. Donc du coup, pendant que je construisais aussi toute la partie, administrative, construction de ton offre, de ton entreprise, et cetera, j'avais quand même cette mission client aussi, ce qui m'a permis aussi d'avoir des premiers projets à montrer. Et après, dans un premier temps, j'ai aussi beaucoup fonctionné en bouche à oreille. J'ai pas hésité à en parler autour de moi, pour, justement avoir, et pareil, Thibaut dans son réseau en a parlé autour de lui, et cetera. Et du coup, bah, voilà, les réseaux des uns et des autres, voilà, ont fait que ça a activé ses premiers clients et ses premiers projets. Et en 2024, tu t'es lancé dans un autre projet, puisque donc tu t'es mis à ton compte en freelance. Tu as créé cette agence de ces communications, marketing, en tout cas, support de communication pour les entreprises. Mais en 2024, tu t'es lancé dans un nouveau projet qui s'appelle Coup Double et qui est le premier podcast français sur la gémellité. Pourquoi est-ce que tu as lancé ce podcast? Alors, je pense que dans un premier temps,
En fait, il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, je pense que c'était une forme un peu d'exutoire pour moi. Je voulais parler justement de la gémellité, raconter les choses que moi, j'avais pas réussi à trouver quand j'ai appris cette grossesse gémellaire. En tout cas, voilà, partager un peu des informations. Et je voulais aussi, justement, faire parler d'autres parents de jumeaux autour de la gémellité pour justement qu'on entende leur voix, mais aussi moi-même pour justement échanger avec d'autres parents de jumeaux sur cette réalité. Parce que malgré tout, moi j'habite aujourd'hui dans une toute petite ville et j'en ai très peu des parents de jumeaux autour de moi, très peu de personnes voilà, qui vivent la même réalité que moi. Et du coup, je pense que c'était une forme aussi de voilà, essayer de créer du lien avec ces personnes qui vivent la même réalité que moi. T'as manqué de quoi comme ressources en tant que maman de jumeaux, à part là ce que tu me dis, peut-être des gens autour de toi qui ont des jumeaux, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont manqué toi pendant ta grossesse, pendant les premières années de vie de tes fils? Alors déjà, ce qui m'a manqué, c'est beaucoup d'informations, comme je le disais, parce que en fait, quand tu recherches des choses sur la gémellité, parce que quand tu apprends que tu es enceinte de jumeaux, tu vas chercher sur internet très naturellement et en fait, tu tombes uniquement sur soit des blogs qui datent de 2014 qui, voilà, déjà existent mais qui sont plus forcément d'actualité puisque les choses qu'on met en place aujourd'hui sont plus exactement les mêmes que celles qui étaient mises en place il y a 10 ans et ou sinon tu tombes sur des articles, dans des presses, parentalité qui se veulent exhaustifs mais qui en fait sont hyper généralistes et qui ne traitent que de 10 de ce qui est en fait la Oui, c'est du réalité. SEO et c'est fait Exactement. pour se positionner sur les mots-clés et ça Exactement. n'apporte aucune information. Ouais. Voilà et donc voilà, j'ai déjà manqué de beaucoup d'informations, par rapport à tout ça. J'ai manqué, je dirais, d'écoute aussi, parce que malgré tout, les jumeaux, ça fait peur, ça fait fuir, beaucoup de personnes aussi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui aussi te tournent un peu le dos entre guillemets, mais parce qu'ils savent pas forcément comment t'aider, comment réagir, comment, t'apporter du soutien aussi. En plus du podcast, du coup, de ce que j'ai vu, tu as aussi lancé une marque pour les parents de jumeaux. En tout cas, ton ambition, c'est que tu es partie d'un podcast parce que tu avais envie toi-même de creuser des discussions sur les sujets de la gémellité, mais aussi apporter des ressources à ceux qui en manquaient. Et finalement, de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur, ce projet. Alors, ça prend de l'ampleur, mais en tout cas, c'est en cours. C'est le projet que j'essaye de développer. Comment je me positionne aujourd'hui? Je suis justement un peu à 50% sur mes activités de freelance, parce que c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui, c'est ça qui me rémunère. Et du coup, je suis un peu à 50% sur développement de mon activité freelance et mission client. Et les autres 50% de mon temps pro, en tout cas, je les consacre à coup double, justement, développer ce podcast. L'idée, c'est de continuer à faire parler ces parents de jumeaux autour de la gémellité pour raconter cette forme de parentalité qui est souvent un peu mal vue, mal perçue, etc. Ou en tout cas qui fait justement peur. Et proposer aussi des outils pour aider les parents de jumeaux. Ça va passer par, dans un premier temps, le lancement d'accessoires, vêtements personnalisés pour les parents de jumeaux et pour les jumeaux. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont justement généralistes sur la parentalité, etc. Mais il n'y a rien pour célébrer cette parentalité gémellaire. Donc, c'est la première ambition, c'est ce qui est en cours. Et je pense que d'ici à ce que tu lances le podcast, ce sera lancé de mon côté aussi. Et après, j'ai d'autres idées pour la suite, pour continuer à développer, pour aider à la fois les parents dans cette parentalité, aider aussi les enfants à mieux justement comprendre et appréhender tout ce qui se passe autour d'eux, justement des enfants qui seraient séparés à l'école, des enfants qui veulent comprendre pourquoi ils se ressemblent autant pour des jumeaux monozygotes, ou pourquoi justement eux ils se ressemblent pas et tout le monde dit qu'ils sont des faux jumeaux. Enfin voilà, aider aussi les enfants dans toutes ces démarches-là qui, je pense, qui sont pas encore assez exploitées et explorées. Non, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que déjà, c'est bien d'apporter du soutien aux parents de jumeaux qui ont besoin d'entraide, de solidarité, d'informations qui sont actualisées. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui est fait niveau enfant. Peut-être qu'il y a des livres. Je ne sais pas si toi, tu as trouvé des livres pour enfants qui expliquent la gémellité aux enfants, qui expliquent la ressemblance. Peut-être que tu as des ressources à partager du coup. Eh ben justement non, pas tellement. Justement, c'est un peu,
un peu une forme d'enfant un peu invisibilisé, on va dire, entre guillemets. C'est toujours un peu le personnage secondaire. T'as toujours dans des livres pour enfants, t'as le personnage principal et en personnage secondaire, t'as les duos de jumeaux. Et ils sont forcément représentés comme des jumeaux qui se ressemblent, qui sont identiques, etc. Donc justement, l'idée... Parce que tes jumeaux, ils ne se ressemblent pas les miens, physiquement. pas du tout. Mais du coup, voilà, justement, l'idée, ce serait justement de continuer à développer Coup Double avec justement d'autres outils, d'autres produits qui vont aider justement les enfants jumeaux à appréhender toutes ces questions autour de leur gémellité, justement, comme je le disais, pour ceux qui se ressemblent, pour ceux qui se ressemblent pas, pour ceux qui sont séparés, pour ceux qui sont ensemble. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une super idée. Moi, tu vois, je suis dizygote, mais pourtant, je ressemble énormément à ma sœur. Ouais. Et d'ailleurs, quand on était petite, moi, il y a des bébé et enfant, vraiment, on était 2 gouttes d'eau, quoi. Enfin, on était vraiment très, très similaires. Et puis après, ça, à l'adolescence, une garde les cheveux longs, l'autre les cheveux courts. Ma sœur est un tout petit peu plus grande que moi, donc on n'a pas les grains de beauté aux mêmes endroits. Donc petit à petit, voilà, on s'est différenciés physiquement. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, j'avais rencontré des triplés. Et ça m'a toujours marqué. Je me souviens encore de leur visage, et c'était il y a plus de 15 ans, parce qu'il y en avait 2, c'était vraiment un garçon et une fille pourtant, mais c'était des copies conformes, les yeux bleus, cheveux noirs et tout. Et le troisième, on aurait dit leur ami. On aurait dit leur pote, mais en fait, eux, c'était la copie conforme de leur mère, et leur frère, c'était le portrait de son père. Et c'était impressionnant, c'était impressionnant parce que c'était des triplés. Non, mais je parle de mon cas, mais moi je sais que mes garçons justement ne se ressemblent pas du tout. Et en fait, la société soit nous dit, justement, nous fait comprendre qu'il y en a un qui est le fils du facteur, entre guillemets, parce que justement il est blond aux yeux bleus alors qu'on est tous les deux bruns, et que son frère, sa sœur sont aussi bruns. Soit ils nous appliquent vraiment le ah mais non, mais qu'est-ce qui se ressemble, alors que pas du tout. Mais justement, ils ont tellement ancré dans leur imaginaire que des jumeaux doivent se ressembler qu'on nous renvoie l'idée qu'ils sont censés se ressembler aussi et que forcément les nôtres se ressemblent alors que pas du tout. Oui, il y a ça, et en plus, effectivement, les projections de la société sur la gémellité. Vous, au sein du foyer, comment ça s'est passé, du coup, cette transition de 3 à 5 ? Dans un premier temps, c'était très, très militaire, je dirais. Et on était plus en équipe. On fonctionnait beaucoup plus en équipe, tous. Chacun a un peu son rôle. Et ouais, la première année, c'était vraiment ça. Et en fait, j'ai même du mal à t'en parler parce que mon cerveau, je pense, a effacé tout ce qui s'est passé pendant cette année-là. Parce que vraiment, je sais que c'était compliqué. Je sais que voilà, les nuits étaient hyper compliquées. Les journées, surtout quand Thibaut avait repris le travail et que j'étais seule avec mes 2 bébés, c'était très dur. Après, je saurais pas te dire plus de choses que ça, que c'était très compliqué. Et par contre, pour Alba, ça a été très compliqué justement de trouver sa place et de tout le chamboulement qu'elle a vécu, elle, parce que forcément, on l'a fait grandir très, très vite. Aujourd'hui, on s'en rend compte maintenant, avec nos 2 garçons qui ont 3 ans, on se rend compte qu'elle, à 1 an et demi, elle a dû... on lui demandait des choses qui n'étaient pas du tout adaptées à son âge, parce que c'était l'aîné et parce qu'il y avait 2 bébés derrière. Et du coup, elle nous l'a fait payer avec beaucoup de colère, beaucoup de rejet, etc. Mais les premiers temps, ça a été très compliqué pour toutes ces questions-là. Après, petit à petit, on a quand même trouvé notre place. Et aujourd'hui, chacun a chacun arrive à trouver son équilibre. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est quand même toujours restés soudés, malgré tout, avec Thibaut. Et ça nous a permis justement de continuer à avoir plein de projets aussi à côté, etc. Justement, moi, de développer ce côté pro aussi. Parce qu'on est toujours très soudés, on se soutient énormément dans nos projets respectifs, quoi. Au-delà du rôle de parent qu'on a, on se soutient aussi professionnellement dans tous les projets qu'on a, mais même aussi personnellement, tu vois, sur du sport, etc. On se soutient énormément sur tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit message sur Thibaut, parce que c'est lui qui m'a écrit. C'est lui qui m'a écrit. C'est la première fois que j'ai reçu le message d'un mari pour candidater pour que sa femme passe sur mon podcast. Donc, j'ai trouvé ça vraiment trop, trop mignon. Donc, Thibaut, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Et j'avais envie de te lire ce qu'il m'avait envoyé pour ta candidature. Il m'avait dit... c'est vraiment Parce que moi, adorable. je le sais, je l'ai lu du coup après coup. Au début, j'étais pas... du coup, j'ai lu son message.
Allez, je lis pour les auditeurs, en tout cas un petit bout. Elle est formidable pour plein d'autres points que je n'ai même pas évoqués. Beaucoup ont dû vous dire la même chose, mais elle mérite bien plus de reconnaissance et visibilité pour tous les sacrifices qu'elle fait pour notre équilibre familial imperceptible. Pour toutes ces raisons, je me permets de vous envoyer ce message. Je trouve son histoire magnifique, je suis convaincue de son talent et de sa réussite grandissante. Et je trouve que ça ferait une super histoire dans votre podcast génial. Franchement, ça mérite le award du meilleur mari et papa. Ouais, je pense. Et je pense que c'est lui qui devrait faire de la com parce que le message était rédigé parfaitement. Ah là, on sait que c'était pas ChatGPT, c'était Thibaut. C'était Thibaut. GPT, c'était le cœur qui parlait à fond. Non, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Ouais, justement, il me soutient vachement dans tout ça. Et quand, justement, moi, sur cette première année de freelance ou là, pour le lancement de Coup Double, quand j'ai des coups de mou, parce que ça arrive aussi pour beaucoup d'entrepreneurs, je pense, c'est lui aussi qui m'aide à, justement, essayer d'aller plus loin, de me dépasser, de continuer. Enfin, voilà, il me montre à quel point tous ces projets ont du sens, ont aussi normalement un peu d'avenir. Et donc, voilà, on est aussi à deux dans cette aventure, même si c'est moi qui l'apporte, parce que c'est moi qui ai justement l'entreprise, etc. Mais le cerveau derrière, les cerveaux bouillonnent à deux et c'est aussi lui le moteur de tout ce projet-là. Est-ce que toi, après toutes ces années de changement, de grossesse, de changement de travail aussi, tu as trouvé ton équilibre, que ce soit à la fois au plan personnel, professionnel, de maman? J'ai toujours un petit peu de mal parce que justement, je viens de me lancer à mon compte il y a 1 an et demi, parce que j'ai ce nouveau projet de Coup Double, parce qu'au début, en me lançant, je me suis dit justement, si justement maintenant je me mets à mon compte, il faut que je sois très disponible pour les enfants. Donc j'étais là à 16h30 tous les soirs, tous les mercredis disponibles aussi, toutes les activités, c'était moi qui les emmenais. Voilà, j'ai eu aussi beaucoup de mal à lâcher prise sur tout ça dans un premier temps. Aujourd'hui, j'essaye justement de prendre un peu de recul, de redonner sa place à mon côté professionnel aussi, à me réinscrire à des activités pour moi, qui sont ni professionnelles ni sur ma vie de maman. Donc voilà, l'équilibre, il revient petit à petit. Sur cette deuxième année, là, je commence justement à redonner un petit peu, une meilleure balance à tous les éléments, parce que je me suis beaucoup cherchée sur les chamboulements de ces dernières années. Aujourd'hui, c'est en train de revenir. Je dirais pas que j'ai encore trouvé l'équilibre parfait parce que je suis encore en train de monter des choses et du coup, c'est encore en train de je suis encore en train de chercher cet équilibre. Mais en tout cas, c'est un petit peu plus équilibré que ce que c'était les années passées. Qu'est-ce que tu dirais à des mamans de jumeaux alors qu'elles viennent d'apprendre leur grossesse ou qu'elles soient déjà mamans de jumeaux? Je leur dirais de s'écouter. C'est hyper bateau, mais c'est vraiment nécessaire, surtout quand on a des jumeaux. Parce que justement, c'est une réalité un peu à part, un peu différente. Je pense que je l'ai assez dit, pendant tout notre échange, mais justement, c'est très différent. Et tout, justement, les contenus qu'on peut avoir ailleurs, sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, etc., les contenus sur la parentalité, tout ce qu'on va, ou même tous les conseils non sollicités qu'on va recevoir, etc., ne s'appliquent pas à nous et à notre réalité. Et donc, des fois, c'est très dur de se prendre dans la face, justement, ce reflet de choses que nous, on peut pas faire. Parce qu'avec 2 bébés, c'est différent et on peut pas appliquer ce qu'on lit ou ce qu'on nous dit. 2 ou Et même donc, 3, parce que de nombreuses femmes sont dans la même situation que toi, elles ont des jumeaux après en avoir il y en a déjà eu énormément. un, donc, Ouais, il y en a énormément. Et du coup, tout ce qu'on entend, etc., on peut pas l'appliquer. Ça nous fait beaucoup culpabiliser. Et l'idée, c'est de s'écouter malgré tout, de faire comme nous, on l'entend aussi, de se faire confiance par rapport à tout ça parce qu'on y arrive et on peut y arriver aussi très bien, même si c'est compliqué et qu'on ne le fait pas comme la société voudrait que ce soit. Et pour avoir justement toutes ces ressources, je ne peux que conseiller d'écouter ton podcast, Camille, Coup Double, que j'ai écouté d'ailleurs juste avant de faire cette interview. C'était très chouette. Tu abordes la gémellité sous plein d'angles différents, que ce soit des mamans de jumeaux, que ce soit des femmes qui aient des sœurs ou des frères jumeaux. Là, il y en avait une qui avait une sœur jumelle et qui a eu des jumeaux. Donc, c'est assez chouette d'entendre toutes ces histoires autour de la gémellité. Et puis, tu as donc ces interviews, mais tu as aussi des épisodes coup de pouce où tu donnes des conseils sur différents points de la gémellité. C'est ça, tu as très bien résumé. Du coup, le concept du podcast, c'est vraiment
parler de la gémellité dans son ensemble, à la fois répondre aux questions récurrentes qu'on se pose en tant que parent jumeau. Donc soit j'y réponds moi-même avec ce que j'ai appris ou des conseils que je tire de mon vécu de maman, soit j'invite plusieurs mamans et c'est des regards croisés de plusieurs mamans sur cette même question, parce qu'on n'a pas toutes non plus la même réalité derrière. Donc l'idée, c'est justement d'avoir un peu un multivoix sur une même question. Et sinon, c'est vraiment des interviews, soit sur le vécu personnel d'une maman ou d'un papa, soit une interview d'un expert qui vient nous apporter des conseils sur l'allaitement gémellaire, sur la césarienne, sur plein de sujets. J'ai une psychologue qui arrive aussi prochainement, etc. Enfin, l'idée, c'est de balayer aussi plein de sujets autour de la gémellité. D'en faire un média super complet autour, que ce soit des sujets grossesse, accouchement, postpartum, mais aussi ensuite éducation Exactement. de ces enfants. Ouais, génial. Très bien résumé. Si vous nous écoutez et que vous êtes maman ou papa de jumeaux, je ne peux proche de parents de jumeaux. Ou proche également, ou proche. Moi, ma mère, c'est toujours elle qui m'envoie les recommandations de podcast sur t'as pas dormi, est-ce que c'est grave, docteur? Il y avait l'épisode de Agathe Le Caron, est-ce que c'est grave le manque de sommeil? Ma mère me l'a envoyé, donc bon, typiquement, c'est ma maman qui m'envoie les recos de podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter le podcast de Camille Coup Double, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci Camille pour son partage dans Biz & Bibs, longue vie à Coup Double et à ton business dans le marketing et la communication. Merci à toi Estelle, et puis je te souhaite exactement la même chose pour Biz & Bibs. Merci.